Pachkovski et je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour te faire un petit top 5 des livres avec des références antiques et mythologiques. Alors, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, donc sur le cinéma, la mythologie et l'antiquité font vendre. Ce sont des thèmes qui fascinent et on va le voir encore une fois aujourd'hui dans ce petit top de littérature. Alors, dans ce top 5, je n'ai pas fait par ordre de préférence, donc je n'ai pas mis en dernier celui que je préfère le moins. J'ai mis en premier l'ouvrage dont je vais le plus parler, mais sinon je ne les ai pas du tout classés par ordre de préférence. Alors, c'est parti pour le top 5. En 5e position, nous avons la saga Percy Jackson qui a également été adaptée au cinéma. Donc la saga Percy Jackson est composée de 5 tomes, donc de 5 romans, écrits par Rick Riordan, alors je sais pas trop comment ça se prononce, et ils ont été écrits entre 2005 et 2010. Les titres de ces 5 romans sont les suivants, donc nous avons en premier Le voleur de foudre, ensuite La mer des monstres, en 3e position Le sort des titans, ensuite La bataille du labyrinthe, et pour terminer, Le dernier Olympien. Et je suis très contente car j'ai réussi à les réciter sans regarder ma petite fiche. Donc, dans ces ouvrages, nous suivons le personnage principal qui est nommé Percy Jackson, et si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque, le prénom Percy fait penser au nom du héros grec Persée, et les deux, effectivement, donc Percy et Persée, sont des héros au sens propre du terme, c'est-à-dire des demi-dieux, comme je l'avais déjà évoqué. Percy est le fils de Zeus dans les romans et également donc dans l'adaptation en film, et Persée est le fils de Poséidon. Et ce qui devait arriver arriva, je me suis trompée et je viens de me rendre compte de ça au montage, donc je vais rectifier tout de suite. Percy Jackson dans la saga, donc les films et les livres, il est bien le fils de Poséidon, qu'on soit clair, et Persée dans la mythologie grecque, c'est le fils de Zeus, et non l'inverse. Donc je me suis trompée. Donc là, juste attention du coup à ne pas vraiment confondre les deux, puisqu'effectivement je pense qu'il y a une référence dans ce prénom donc à Persée, mais en réalité Persée, donc le héros grec, est bien le fils de Poséidon et non le fils de Zeus. L'histoire de ces romans se déroule à l'époque moderne, donc on suit l'évolution de ce personnage, Percy Jackson, qui est un jeune homme qui va tenter de sauver à la fois l'Olympe, donc l'endroit où siègent les dieux, mais également l'humanité, puisque Cronos, qui était le père de Zeus, a monté un complot pour reprendre le pouvoir à son fils. Et effectivement, ça colle assez à la vraie légende de Cronos et de Zeus, puisque Cronos est un père assez ingrat, on va dire, hein. Ce n'est pas, enfin plutôt un père indigne d'ailleurs, puisqu'il a, il a mangé ses enfants. Oui, il a avalé tous ses enfants. Tout simplement parce qu'il avait peur qu'un de ses fils prenne le pouvoir. La mère de Zeus a caché Zeus à sa naissance, et Zeus a réussi à faire cracher à Cronos tous ses enfants qu'il avait mangés. Et à partir de ce moment-là, Zeus a confisqué le pouvoir à Cronos. Donc on a une référence qui est effectivement assez claire et qui est assez proche de la réalité. La seule différence ici, c'est qu'on joue sur le contraste entre la société contemporaine, dans laquelle évolue notre personnage Percy Jackson, qui est un habitant des États-Unis, et les mythes grecs du coup que l'on connaît. C'est une série qui est agréable à lire, qui est adaptée donc aux adolescents et aux enfants, cela fait partie de la littérature jeunesse et je vous le recommande fortement. 4e position, Histoire noire de la mythologie, donc aux éditions Nathan. Ce n'est pas un titre en particulier, c'est une série en fait d'ouvrages édités donc par l'éditeur Nathan, comme je viens de le dire. Il n'y a donc pas un seul auteur. Ce sont des adaptations tout simplement de mythes grecs et plus généralement d'ailleurs de mythes antiques, puisqu'on retrouve également des mythes de l'Égypte antique, on retrouve également des mythes romains comme Rémus et Romulus. Parmi les titres que je peux citer, on a par exemple Ariane et le Minotaure, que peut-être vous avez déjà lu cette année en 6ème. On retrouve également Méduse, le personnage Perséphone. Donc ce sont des adaptations des mythes antiques. Alors vous allez me dire, pourquoi ne pas laisser le texte original traduit? Tout simplement parce que ces mythes ne sont pas faits à la base pour des adolescents. Le vocabulaire, la grammaire, la structure des phrases est donc plus compliquée. Et les auteurs ont voulu rendre le texte accessible au plus grand nombre. Et c'est pour cela effectivement qu'on a une traduction qui est simplifiée. C'est une série que je conseille et qui permet à tous d'entrer dans le monde fabuleux de la mythologie, mais encore une fois, si tu veux connaître un petit peu plus d'histoire mythologique, tu sais ce qu'il te reste à faire, oui, on quoi? On s'inscrit en latin, effectivement.
troisième position, nous avons des dieux et des boulettes, l'Odyssée des bras cassés de Maz Evans. Alors là, déjà rien que dans le titre, on voit qu'on est face à un ouvrage humoristique et effectivement, on a une adaptation des mythes antiques, mais de façon extrêmement drôle. Il s'agit également d'une série comme Percy Jackson, et dans les différents tomes, on va suivre le personnage d'Eliot, qui est un jeune collégien qui vit encore une fois à l'époque moderne, donc on va jouer encore une fois sur le contraste entre l'époque moderne et les mythes antiques, et Eliot a une double mission. Il doit d'abord sauver le monde, avec l'aide des dieux, et d'autre part, il doit également sauver sa maman qui est malade, et il doit pour cela retrouver une potion. Et oui, ouais, on pensait que notre vie était compliquée, mais en fait, à côté de la vie d'Eliot, c'est rien du tout. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette série, c'est qu'elle est effectivement très drôle, elle est complètement loufoque même, et on a une adaptation des mythes grecs et des personnages que l'on retrouve dans la mythologie qui est assez intéressante. Par exemple, Aphrodite, qui est la déesse de l'amour dans l'Antiquité, se retrouve à la tête d'une agence matrimoniale, c'est-à-dire d'un site de rencontre, donc je trouve ça assez rigolo. Et même chose, Hermès est présenté comme une sorte de fashion victime, donc on a une réutilisation des personnages antiques, des personnages mythologiques dans un contexte totalement différent, et ça donne un côté un petit peu plus neuf, un côté un petit peu plus ludique à la mythologie, et j'aime vraiment cette approche. Donc encore une fois, si je mets cet ouvrage dans ce top, c'est évidemment que je l'apprécie, et je vous encourage encore une fois vivement à aller le lire. Deuxième position, Orphée et la morsure du serpent d'Ivan Pomo. Alors là, c'est un ouvrage un petit peu différent des ouvrages précédents, puisqu'on a une version complètement illustrée de l'histoire d'Orphée. Orphée qui est censé être le premier Aède, donc Aède c'est chanteur, auteur, compositeur, oui, tout ça. Et la voix d'Orphée, donc qui est un demi-dieu, aurait surpassé celle des dieux et même celle d'Apollon, le dieu des arts. Ivan Pomo nous offre ici un ouvrage magnifiquement illustré, avec un vocabulaire encore une fois qui est très simple et très accessible. Et en plus de ça, ce que j'apprécie particulièrement, à part la poésie des illustrations qui est extrêmement belle, c'est qu'on entre dans le mythe, encore une fois, à travers le monde moderne. Au début de cet ouvrage, effectivement, on a l'histoire d'un mariage, et au cours de ce mariage, un des personnages va raconter l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir cet ouvrage qui est vraiment encore une fois très accessible et qui est très agréable à lire. Et nous avons en haut de ce top, donc à la première position, nous avons le fabuleux, l'extraordinaire, l'inégalable. Vous l'aurez deviné si vous avez regardé un petit peu le décor, hein. Nous avons effectivement la série Harry Potter. Donc j'ai dit que j'avais pas fait de préférence, mais en réalité j'ai mis Harry Potter en premier parce que voilà, hein, j'adore Harry Potter. Et donc je l'ai mis également en premier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Harry Potter et la mythologie, et Harry Potter et l'Antiquité. Donc tout le monde connaît Harry Potter, même si vous n'avez pas lu les livres, vous avez certainement déjà vu les films. Donc ce petit sorcier anglais à lunettes a conquis le cœur de millions de lecteurs à travers le monde, petits comme grands d'ailleurs, et ces ouvrages ont été édités entre 1997 et 2007, donc sur une période de 10 ans. Ce qui a également permis d'ailleurs aux enfants et aux adolescents qui lisaient les ouvrages de grandir avec le personnage Harry Potter, et ce qui leur a permis de s'attacher à ce personnage. Donc, comme je l'avais déjà dit dans une de mes premières vidéos, J.K. Rowling, qui est l'auteur d'Harry Potter, est une latiniste, donc elle connaît très bien la langue latine, et elle connaît également très bien la mythologie antique, et notamment la mythologie grecque. Et ça se voit effectivement énormément dans l'ouvrage Harry Potter. La série Harry Potter est composée de 7 tomes. Nous avons en premier Harry Potter à l'école des sorciers, ensuite Harry Potter et la chambre des secrets, ensuite et le prisonnier d'Azkaban, ensuite et la coupe de feu, et l'ordre du phénix, et le prince de sang mêlé, et les reliques de la mort. Donc à chaque fois on a Harry Potter et voilà. Donc on suit l'évolution de ce personnage Harry Potter. Comme c'est une de mes séquences d'études en latin pour la 5e, je ne vais pas non plus trop développer. Si tu veux connaître la suite, tu sais encore une fois ce qu'il te reste à faire. Rejoins la team latin, hein, on sait.
mais je vais quand même vous donner quelques exemples qui vous prouvent effectivement que la mythologie et l'Antiquité sont au cœur de l'œuvre de J.K. Rowling. Tout d'abord, nous avons les formules magiques. Vous aurez certainement remarqué effectivement que les formules magiques d'Harry Potter ne sont pas forcément compréhensibles. Tout simplement parce qu'elles sont rédigées pour la plupart en latin. C'est pas le cas de toutes, mais pour une grande majorité, elles sont rédigées en latin. Par exemple, nous avons le sort Nox. Nox, en latin, ça veut dire la nuit. Et avec ce sort, on peut, du coup, faire naître l'obscurité. Au contraire, Lumos vient du mot latin lumen luminis, qui signifie la lumière, et c'est le contraire du sort Nox, c'est-à-dire quand on utilise ce sort, on crée de la lumière. On a également le célèbre expecto patronum, et expecto patronum, ça vient de deux mots latins, patronus qui signifie le protecteur, et expecto qui veut dire... Est-ce que tu es prêt à assister à un grand moment de solitude ? Parce que là c'est parti, je suis actuellement en train de chercher le mot expecto qui signifie attendre en latin, et j'ai un trou de mémoire, voilà. Ah non. Ou j'ai un bug. Le sort d'expecto patronum dans Harry Potter, c'est le fait de produire une sorte de fantôme qui vous protège de monstres appelés les détraqueurs. Ensuite, nous avons les monstres qui sont présents dans Harry Potter. Je vais vous donner un seul exemple qui est largement suffisant, c'est l'exemple de Touffu. Touffu, c'est tout simplement un Cerbère des temps modernes. Alors, vous connaissez certainement Cerbère. Cerbère, c'est le gardien des enfers, c'est un monstrueux chien à 3 têtes, et personne ne peut passer devant lui tellement il est effrayant. Sauf que notre petit Cerbère, ça reste un gentil toutou, et il a également des petites faiblesses. Il adore la musique, il adore qu'on lui joue de la musique, et il aime aussi particulièrement manger des petits biscuits au miel. Et comme par hasard, dans la fin du premier tome d'Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers, notre cher Touffu garde l'entrée de la trappe qui mène à la pierre philosophale, donc dans les sous-sols de Poudlard. Harry et ses amis ont réussi à passer devant Touffu, tout simplement parce qu'il y avait de la musique qui était jouée juste à côté de lui. Donc là, on voit effectivement une première ressemblance. La deuxième ressemblance est assez évidente, je vous mets une petite illustration ici, Touffu, il a 3 têtes. Voilà, donc ça ressemble effectivement énormément à Cerbère. Troisième point, les noms des personnages. Donc je suppose que vous n'avez jamais remarqué, mais quand vous prenez le nom des personnages dans Harry Potter, on a des prénoms, soit des noms qui font référence au latin. Par exemple, Minerva McGonagall, qui est la directrice des Gryffondors, vient tout simplement du prénom Minerva, qui était le nom de la déesse Athéna Minerve, donc en latin et en grec. Et Athéna Minerve, c'était la déesse de quoi ? C'était la déesse de la sagesse. Et effectivement, Minerva McGonagall est un personnage que l'on pourrait qualifier de sage dans la saga. Nous avons également l'exemple de Severus Rogue. Bon là, pas forcément besoin d'avoir fait du latin pour comprendre que Severus, ça a donné l'adjectif qualificatif sévère en français, Et effectivement, si tu connais un petit peu la série également Harry Potter, Severus, c'est pas un personnage qui est très agréable. Et enfin, dernier exemple, encore une fois dans les professeurs, Sibylle Trelawney. Donc Sibylle Trelawney, c'est le professeur de divination à Poudlard. Et encore une fois, c'est assez drôle, parce qu'une Sibylle, qu'est-ce que c'est dans l'Antiquité romaine ? Tu ne sais pas ? C'est normal. La Sibylle est une prophétesse, c'est-à-dire que c'est une prêtresse qui est chargée de lire l'avenir. Ça tombe bien pour un professeur de divination, vous trouvez pas ? Donc voilà pour ce petit cours accéléré donc sur Harry Potter et la mythologie et le latin. J'espère que ce petit cours accéléré t'a plu et t'a donné envie de découvrir un petit peu plus le latin. Je vais te donner 2 petits bonus à la fin de cette vidéo. Donc le premier bonus, c'est un ouvrage qui est une adaptation de l'Iliade et de l'Odyssée. Donc c'est une adaptation de l'auteur Soledad Bravi, et c'est une adaptation qui est très drôle parce qu'elle est uniquement avec des illustrations, et ce sont des illustrations comiques en fait, et ça te permet de découvrir l'histoire de l'Iliade et de l'Odyssée à travers un ton humoristique. Donc je recommande vivement. Et deuxième petit bonus, donc en ce moment, tu n'es pas sans savoir que nous sommes en confinement, voilà. Et à cette occasion, les éditeurs d'Astérix et Obélix ont décidé de mettre en ligne des albums gratuits d'Astérix et Obélix avec des petits jeux, avec des références au latin, avec également l'explication de citations latines. Donc je te mets le lien sur le côté si tu as envie d'aller télécharger ces petits albums. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère qu'elle a pu également te montrer que le latin et l'Antiquité fascinent encore. Je te dis au revoir ou allez, comme disent nos amis les Romains, et n'oublie pas, vive la mythologie, vive l'Antiquité, vive le latin et rejoins la team latin.